Ouais. Ouais. Bon. S'il vous plaît. Allô? Les responsables des comités de soutien, notamment suisses, de Genève et italiens, peuvent venir, s'il vous plaît. Nous avons la chance d'avoir une parole libérée. Allons-y. Et les s'approchent. Et si les avocats, Maître Henri Leclerc, etc., pouvaient s'approcher, s'il vous plaît. Bon, voilà, du coup, moi je voulais premièrement vous remercier tous et toutes pour vos supports et vous remercier tous et toutes surtout pour la lutte que vous menez pour les personnes migrantes. On n'a pas pu parler dans le tribunal, on le fait ici maintenant. Voilà, pour moi c'est important d'exprimer ma position sur le fond du problème qui nous concerne. Dans ce tribunal, on parle de faits, on parle des histoires, on parle de philosophie, mais on parle pas du fond du problème, qui est la migration et les personnes qui en souffrent. On a entendu des plaidoiries, des arguments qui parlaient de la situation actuelle et passée sur des lois précises. De mon côté, j'aimerais vous parler du futur, aussi étonnant que cela puisse paraître. Trois raisons principales. Nous sommes jeunes et c'est le futur qui nous intéresse. Parce que la migration, dont la criminalisation est la raison de cette histoire, est un phénomène qui existera et s'accentuera certainement dans le futur. Et aussi pour se poser, est-ce qu'en criminalisant la migration, on n'insulte pas l'avenir? Mais qu'est-ce qui nous fait mettre en avant cette dernière affirmation? Ce sont les désastres climatiques annoncés, matraqués jour après jour, la montée des eaux de plus de 2 mètres, la désertification des zones, la sécheresse, ouragans, tempêtes, dégradant de la biodiversité et j'en passe. Ce sont tous des phénomènes climatiques extrêmes qui vont avoir une influence sur une autre donnée fondamentale de la vie, la baisse de la productivité agricole. Ensemble, ces phénomènes vont impacter les gens, en faire fuir et amener des migrations. Je vais dire un seul chiffre. 80% des émissions de gaz à effet de serre depuis le milieu du 19e siècle ont été créées par l'Occident. Monsieur le procureur, est-ce que c'est ça votre vision du vivre plus paisiblement ensemble? Cette inégalité. On ne parle pas ici d'idéologie comme vous le mettez en avant, ou de philosophie sur la fraternité que les gens débattent dans le palais, mais d'une analyse critique de la société. Où veux-je en venir avec ces propos? Je cherche à mettre en avant que par cet exemple, que ce sont les mêmes pays qui criminalisent l'exil qui en sont coupables. Vous avez étudié le droit, j'étudie l'histoire économique et je peux sans retenue vous affirmer que les problèmes climatiques et la migration qui en découlent sont majoritairement le résultat du capitalisme. Par cette prise de parole, je cherche à mettre en avant un des problèmes de fond liés à la migration de demain, tout comme la migration d'aujourd'hui est le résultat du colonialisme, de l'esclavagisme et de l'impérialisme. On ne résout pas un problème en questionnant ses symptômes, mais bien les causes. La criminalisation des personnes en exil et des personnes qui leur sont solidaires occulte la raison de cet exil. C'est la question de société qu'on essaye de soulever et qu'on doit se poser pour l'avenir. Et que le tribunal, de par ses lois qui ont accompagné les désastres de la société d'aujourd'hui et d'hier, est incapable de répondre à ces questions qui devraient pourtant être fondamentales. Les lois se bornent à des pacotilles et le reste est à nous, à la lutte. Bravo! Théo. Bonjour tout le monde. Avec Bastien en fait on avait prévu notre speech ensemble parce qu'on a beaucoup parlé pour nous et en fait on nous a pas laissé nous exprimer.
Et je pense que, bah voilà, comme l'a fait Bastien, on avait prévu un speech qui était complémentaire, et donc je vais quand même faire le mien, je pense que c'est important. Donc, pour nous, c'est important d'exprimer notre point de vue. Attendez, je lis pas mon texte. Merci. Car nous estimons notre position solidaire juste et fondée. Ce procès est avant tout d'ordre politique, et pas seulement juridique comme essaie de le dire le procureur. Ça le montre bien, la mobilisation, tous les médias qui sont là et tous les gens qui nous soutiennent. Nous ne sommes pas juristes, mais nous vivons dans ce monde, et pour nous il est important d'y mettre du sens. Obéir aux lois sans y mettre du sens, pour nous c'est pas une argumentation. Donc, ce procès est pour nous le reflet de l'hypocrisie ambiante. Elle évite de faire face aux problèmes de fond, qui sont le dysfonctionnement de cette société qui est techno-industrielle, dont la crise migratoire est une conséquence. Il y a des gens qui migrent et les raisons sont de plus en plus visibles. Le réchauffement climatique, la misère économique, les gouvernements totalitaires, des guerres de plus en plus nombreuses, dans laquelle l'Occident a une grande part de responsabilité. Il y a la volonté d'éviter la question qu'il faut se poser, comment est-ce que l'Union Européenne, comment les États ils font pour gérer ça, quoi. Et en fait, il y a vraiment une volonté d'éviter une vraie réponse. D'une côté, ils criminalisent les réfugiés, qui sont des personnes qui fuient la misère dont ils sont issus, qui sont victimes. Et pour moi, je trouve que le délit de ces personnes, ça revient à rien d'autre que juste d'essayer de survivre, quoi. Ils sont condamnés juste pour ne pas être nés en Europe. La deuxième raison, c'est aussi la volonté de criminaliser cette solidarité. Et c'est ce qui est en jeu ici. C'est ce qui nous est reproché. De considérer les gens qui aident ces personnes en difficulté hors la loi. On nous met en prison car on prend le risque de questionner ces états de fait. Les gens qui ne veulent pas laisser ces personnes prendre le risque de mourir de froid dans la neige, on les met en prison. C'est n'importe quoi. Ça questionne la légitimité d'un État qui, pour assurer sa pérennité, est prêt à criminaliser des personnes innocentes. Autant des réfugiés que les gens qui les aident. Il y a un acharnement juridique sur la solidarité, et nous trouvons que ça, c'est de la violence. Et cette violence est aussi avant tout au sein de ce que l'État met en place, au sein des dispositifs qui sont la militarisation, la chasse à l'homme, le contrôle aux faciès, et à travers un discours visant à déshumaniser les migrants, et de déclarer par exemple, comme l'a fait le procureur, de dire que la mort d'une réfugiée en fait c'est pas une disparition inquiétante. Ça c'est n'importe quoi. Donc, pour régler le problème, comment réagit l'État? Il dit qu'il est plus facile d'enfermer les migrants, même s'ils n'ont rien fait de mal, et d'enfermer les gens qui les soutiennent. C'est une honte, c'est n'importe quoi. Et surtout, c'est une façon d'éviter de régler le problème. Notre réponse à nous, c'est d'être et de rester solidaires et humains, parce que avant tout, c'est ce qui est au fond, quoi. Si on est militant et qu'on défend les idéaux, c'est pour être proche de l'homme et de la nature. Il n'y a rien de plus fort que l'entraide dans ce monde qui va à volo. Et je pense qu'il faut qu'on reste solidaire. Merci à vous. Maintenant, ceux qui ont réagi le plus vite et l'histoire raconte pour eux, je vous demande d'accueillir le comité de soutien des Trois de Briançon de Genève. Anna. Ah oui, qui reviennent. Ouais, qui reviennent avec vous. Ouais, Hey. on a besoin de vous pour être Hey, les jeunes voix là. Ensemble. Sinon, on vous verra pas à la télé. Ensemble. Sur le courrier. Ok, bon alors merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Nous on aimerait revenir sur quelques éléments qui ont lieu pendant cette procédure et du coup pendant l'audience qui vient de se passer. Et notamment sur la stratégie du procureur qui, on le voit, s'effrite
de jour en jour, qui montre bien sa peur, qui montre bien sa crainte vis-à-vis de la mobilisation des personnes et aussi de la couverture médiatique qui s'ensuit. Et voilà, du coup on aimerait revenir sur quelques éléments pour montrer à quel point il n'a pas d'argument, il brasse de l'air en absence de contenu réel. Et qui dit des choses qui sont pour nous totalement inacceptables et scandaleuses. On savait déjà depuis le début que ce procès il serait politique, c'était évident au vu de la mobilisation qu'il y a toujours et qu'il y a eu au travers des autres inculpations et poursuites qui ont touché d'autres personnes, d'autres militants. Et bien que le procureur a essayé d'éviter ce procès politique en disant que ce tribunal n'était pas un lieu de débat politique ni idéologique, il s'est pris à son propre piège en partant aussi dans des considérations sentimentalistes qui franchement nous ont mis très en colère et qui nous ont vraiment indignés. Et du coup il était éminemment politique ce procès, bien évidemment, malgré que finalement ils ont essayé de garder cette question de fond un peu muselé en restant sur le débat du contrôle judiciaire et de la QPC et en ne laissant pas la parole à nos 3 camarades en fin de procès. Donc c'est pour ça aussi qu'ils prenaient la parole à ce moment-là. Et donc on le voit, le procureur ces derniers jours a pris parole dans la presse pour essayer de démobiliser, ce qui bien évidemment n'a pas marché. Il voulait faire en sorte que les gens pensent que le procès serait expéditif et qu'il ne traiterait d'aucune question intéressante. Et on a vu qu'aujourd'hui c'était le contraire, même si on n'est pas allé au fond du problème. Et on espère bien que de toute façon on va y aller au fond du problème, que ce soit au tribunal, qui est aussi un grand théâtre, et au-delà, parce que pour nous la mobilisation de toute façon elle se passe dans la rue. Et ça continuera quelle que soit l'issue de ce procès et de cette procédure juridique. Et peut-être pour poursuivre, un élément qu'on aimerait aussi relever, c'est la victimisation l'argument de victimisation qu'utilisait le procureur, à croire qu'il était un peu victime de tout ce qui était en train de se passer, que voilà maintenant toutes ces mobilisations empêchaient il disait de travailler de façon sereine et qu'il aimerait retrouver le moment où c'était, je sais plus ces mots exacts, mais voilà, quand le ministère public qui était quelque chose de paisible, où il faisait bon vivre, voilà, c'est ça, il faisait bon vivre et bon travailler, donc voilà, ça le dérange, on se demande pas vraiment pourquoi. Voilà, donc il y a vraiment un argument de victimisation, voilà, où on le comparait à des choses, les heures les plus sombres de notre histoire, donc il y a un refus total d'entendre un peu les accusations, qu'on porte à son égard. Et donc lui c'est vraiment la victime de tout ce système, et c'est pour ça qu'il veut, et il l'a répété, travailler en dehors de cette pression médiatique et cette mobilisation, ce qui est pour nous évidemment juste une stratégie comme d'autres qui l'utilisent. Et voilà, il condamne aussi, il affirme qu'il ne se reconnaît pas dans ce procès, où, selon les plaidoiries du coup de la défense, où on ferait un procès des gens qui aident et qui accueillent, et ça il ne comprend pas, pour lui c'est pas du tout ce qu'il attaquerait selon lui. On remet déjà profondément ça en question, mais même si ça venait à être le cas, même s'il n'attaquait pas ça, du coup, il attaque quoi? Il attaque le droit de s'exprimer, le droit de manifester. Dans tous les cas, c'est quelque chose de problématique, ce sont des droits fondamentaux, que la loi, semble les reconnaître ou pas, même s'il n'a pas l'air d'être pas très au clair sur tous les sujets. Et étant donné que même lui, remet en question à travers cette QPC, il l'a fait donc à travers la presse, la loi, avec laquelle il a quand même fait emprisonner une dizaine de jours et avec laquelle il cherche à incriminer les 3 de Briançon. Donc des choses totalement ridicules, il veut l'attendre. Donc nous on va en tout cas pas réagir en se démobilisant, c'est évident que non, pour nous la lutte elle continue, la mobilisation aussi, pour ces 3 personnes, mais aussi et avant tout pour la cause initiale qui est quand même les personnes en exil, et voilà, donc on rejoint en tout cas et on se joint à toutes les luttes d'accueil et qui remettent toutes ces politiques migratoires désastreuses en question. Et pour finir, juste pour dire que tout ça a évidemment renforcé notre volonté de créer, renforcer ce réseau transnational qui est solidaire et qui lutte contre les frontières et contre toute la politique répressive de l'État et de l'Europe, et qu'on ne s'arrêtera pas là et que c'est que le début. Ouais. Merci. Oui, allô, c'est Théo encore, j'ai juste un dernier message pour la justice, les gens qui l'incarnent et les policiers qui sont là devant. Et j'aimerais leur crier, et ça c'est pour toi Durbach. Vos enfants seront comme nous. Vos enfants seront comme nous. Vos enfants seront comme nous.
Merci. Alors, les grands-parents sont... Juste alors, s'il vous plaît, j'ai une dernière bande organisée à vous présenter. Donc la petite information, c'est que notre petite bande organisée a réuni plus de 400 personnes aujourd'hui, donc on a le droit de s'applaudir quand même. Jeudi matin. Juste aussi pour passer la parole à une bande organisée. Bon, ils sont pas 400, ils sont 4. Je sais pas s'ils acceptent le terme bande organisée, mais si maître Henri Leclerc, maître Chaudin pouvaient s'approcher, s'ils avaient un mot à dire sur l'audience qui vient de se dérouler. Je sais pas. Alors, maître Chaudin, vous êtes l'avocat d'Éléonora. Bonjour, je vois que mes confrères sont là-bas, j'aimerais bien qu'on soit encore 4, mais... Approchez-vous. Ah, il essaie de passer. D'abord un mot très très vite. Il a été noté l'ampleur de cette mobilisation, mais il a été aussi noté de façon précise le fait que cette mobilisation était une mobilisation qui a permis au procureur de la République d'estimer qu'il n'y avait pas de risque pour l'ordre public. C'est-à-dire que la façon dont vous manifestez votre opposition au sort des Trois de Briançon est suffisamment digne, honnête et perceptible. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, et qu'il faut continuer comme ça. Parce que vous nous avez aidés à justifier de nos demandes, qui étaient des demandes de mainlevée totale du contrôle judiciaire, quelles que soient les motivations de nos clients. On nous a indiqué assez tôt que le fond du dossier ne serait pas abordé. Mais ne pas aborder le fond, ça ne veut pas dire ne pas estimer être en capacité de justifier de l'incohérence des poursuites. Et tout en justifiant l'incohérence de ces poursuites, le tribunal correctionnel de Gap nous a écoutés et a estimé qu'il n'était pas nécessaire de maintenir ces 3 jeunes gens sous contrôle judiciaire. C'est pas une victoire, c'est une étape, mais c'est une étape qui est importante dans la compréhension de ce qui est en train de se passer dans ce pays en termes délit de solidarité, ou maintenant on pourrait peut-être dire, pour reprendre les mots d'Henri Leclerc, délit de fraternité. Un petit mot juste pour signaler que on a essayé, avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont uniquement les armes du droit, de porter notre soutien à notre manière aux Trois de Briançon. On n'a rien lâché. L'audience a été tendue, comme celle sur la mise en liberté avait été tendue. Ils ont simplement, ça m'a permis de penser à une très très vieille chanson. On a parlé des heures sombres de l'histoire, on a parlé de choses qui ne sont pas agréables pour quelque démocratie que ce soit. Et il m'est revenu des paroles qui est lorsque la jeunesse ouvre la bouche, par la force des choses et par la force de l'ordre, on la lui fait fermer. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à la leur faire fermer. Je ne dis pas qu'il faut continuer, je suis pas militant, mais dans le rôle qui est le mien, en avocat de la défense, je peux dire que j'ai été fier de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils nous ont permis de faire. Voilà. Donc, il y avait un délinquant solidaire en bande organisée, puisque maître Henri Leclerc a quand même... Voilà, avocat solidaire. Alors, je suis ici en tant qu'avocat, mais il se trouve que je suis aussi un militant. Et bien entendu, ma parole ici est une parole d'avocat, mais comment empêcher la parole de militant de se mélanger à la parole d'avocat? D'abord, ce procès est un procès totalement politique. Qu'est-ce que c'est que cette idée extraordinaire de dire il n'y a pas de politique? Non, le droit dans cette affaire, c'est de la politique. Le droit, c'est de la politique. Et d'ailleurs, ce que nous demandons, c'est ce qu'il y a de plus politique. Peut-être que certains ont du mal à comprendre. Ils ont posé la question prioritaire de constitutionnalité. Ça veut dire que nous estimons qu'au-dessus des lois, au-dessus des comportements actuels, de l'utilisation des lois, il y a des principes fondamentaux. Et ces principes fondamentaux sur lesquels nous nous fondons, certes, il y a la nécessité des peines, mais c'est fondé sur quoi?
sur deux textes essentiellement. En principe, le principe de fraternité, le principe de nécessité des lois. C'est fondé sur deux textes. Le premier, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui a été votée par l'Assemblée constituante moins de 15 jours après la prise de la Bastille. Ce texte est un texte qui aujourd'hui, c'est un texte totalement révolutionnaire, même si certains disent mais non, c'est un texte bourgeois, il faut aller plus loin. Moi je m'en fiche. C'est un texte totalement révolutionnaire pour protéger les libertés. Le deuxième texte sur lequel on se fonde, c'est le préambule de la Constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle, et qui a été fait par le Conseil national de la résistance. C'est pas rien. C'est-à-dire que ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de dire que la loi française et son application doivent se soumettre d'abord à ces principes, dont je rappelle que ce sont des principes révolutionnaires, même s'ils sont dans notre Constitution actuelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le problème de cet acte, de ce qui a été fait, de cette manifestation, c'est que les gens, les trois qui sont poursuivis, sont trois qui sont pris au hasard. Qui sont pris au hasard, ils étaient 100, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils étaient 100, on en prend 3 au hasard, qu'on trouve dans la rue, comme ça, on dit, bah, tiens, ils étaient, et les 97 autres, bien entendu, bon. Alors, ce dont je suis content, c'est que le tribunal de Gap ait reconnu qu'on lui demandait de poursuivre des gens en vertu d'un texte dont la constitution et dont la constitutionnalité était contestable. Ça veut dire la constitutionnalité, ça veut dire la compatibilité avec nos principes fondamentaux. Moi, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire un aveu qui va en étonner certains, je crois à la société démocratique. Bon. Et je crois effectivement que les principes du droit sont des principes essentiels. Les principes du droit, c'est essentiellement politique. Et lorsqu'aujourd'hui, nous obtenons deux choses. D'une part, que la question prioritaire de constitutionnalité soit levée, et d'autre part, que malgré les réquisitions du procureur de la République, le contrôle judiciaire soit levé. Ça ne veut pas dire que nous avons encore gagné cette affaire. Elle va revenir ici le 8 novembre. Quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, ils trouveront bien le moyen de la faire revenir. Et il faudra qu'on se batte. Et on se battra sur quoi? Mais aussi sur l'application du droit. Sur le fait que j'estime qu'ils n'ont commis aucune infraction, même en l'état actuel de la loi. C'est ça le problème. Et ça, c'est politique. Fondamentalement politique, idéologique. Lorsque le procureur dit qu'il ne fait pas de politique et d'idéologie, c'est pas vrai. L'action dans cette affaire est totalement politique. Il s'agissait de quoi dans ce dossier? Il s'agit de répondre aux identitaires qui disaient que l'État ne faisait rien. Il s'agit aussi de montrer, de dire, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, c'est pas possible, etc. Et c'est même jusqu'à dire que l'intervention de ceux qui sont poursuivis ne peut même pas être qualifiée d'humanitaire. C'est-à-dire qu'on demande l'application des droits de l'homme, et les droits de l'homme, ça ne serait pas humanitaire. Il y a quand même quelque chose là qui est très choquant. Moi, je pense que, bon, le tribunal a répondu comme il devait répondre, à mon avis, aujourd'hui. Nous reviendrons ici le 8 novembre, croyez-le, et moi je pense qu'on va l'obtenir, et il faut l'obtenir pour des raisons politiques et juridiques à la fois, mélangées. Il faut obtenir que ces gens-là soient relaxés, que nos 3 militants soient relaxés. Voilà ce que nous avons fait. Ceci étant, je m'aperçois que je suis le deuxième avocat, mâle et blanc, comme dirait l'autre, à prendre la parole, alors que nous étions 4, et que comme d'habitude, les deux filles, je ne sais pas où elles sont, c'est à elles aussi de prendre la parole. Point. Merci beaucoup, Maître Leclerc. En plus, il fait les transitions à ma place, alors Maître Forbach, Maître Djermoun, si vous voulez vous approcher, ça serait parfait. On se quittera sur ces prises de parole, donc merci de votre attention, encore quelques minutes. Je vais mettre une touche féminine peut-être à ces prises de parole et à ce débat. Je reprendrai vraiment la citation d'Antoine de Saint-Exupéry, où la démocratie est une fraternité. Et je pense qu'aujourd'hui, vous la représentez avec votre mobilisation, votre solidarité, votre combat, et auquel nous, avocats, aussi, on participe. Je suis vraiment très contente qu'on ait pu être entendu par le tribunal correctionnel de Gap, parce que la loi sur laquelle
les poursuites sont fondées, doit être remis en cause, et aujourd'hui remis en cause au regard des grands principes et d'un grand principe auquel je tiens, mais auquel tout le monde tient, qui est le principe de fraternité. Et la levée du contrôle judiciaire et aussi la manifestation, à mon sens, de la remise en cause de cette répression qui s'est abattue sur eux à partir du 24 avril, et c'est très satisfaisant. Après, je rejoindrai les propos de Maître Leclerc. En effet, c'est une petite victoire. La victoire, j'espère en tout cas, on va se battre pour l'avoir le 8 novembre 2018, avec cette décision du Conseil constitutionnel, mais aussi avec le fond de ce dossier qui, à mon sens, ne justifie nullement que ces 3 personnes soient pénalisées et soient incriminées pour l'infraction qu'on leur reproche. Donc nous nous battrons ensemble, je pense, pour la relaxe. Bonsoir. Bonjour. Les mots ont été lâchés par Maître Leclerc, donc avocat mâle blanc. J'ai jamais voulu le faire, mais peut-être la prise de parole d'un avocat racisé. Ce sont les termes même de Théo et Bastien qui, dans leur conférence de presse, ont fait état des privilèges qu'ils ressentaient en tant que blancs. Ça me semble important de mener ces discussions-là aujourd'hui. Ce sont des termes extrêmement importants. Juste 3 mots rapides. Théo, Bastien et Léonora. Théo, Bastien et Léonora. Ils ont participé à cette marche. Ils ont commis un acte de solidarité. Quelques mots également pour dire que c'est Théo, Bastien et Léonora, et c'est des dizaines d'autres qui depuis des mois sont auditionnés par les services de police pour ce délit-là. Le procureur a eu beau jeu de dire qu'aucune poursuite n'avait été engagée. C'est jamais innocent d'être convoqué devant les forces de police, de répondre de ce délit. Donc il y a Théo, Bastien et Léonora, il y a aussi Benoît. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, il avait été convoqué parce qu'il avait aidé une femme enceinte à rejoindre l'hôpital de Briançon. C'est Théo, Bastien et Léonora, Benoît, c'est Michel Rousseau, c'est tous les bénévoles de Gap qui depuis des mois, tous les bénévoles de Briançon qui depuis des mois commettent ce délit-là de solidarité. Donc merci d'être venus en bande organisée soutenir ce délit de solidarité. Oui, alors salut à tous, moi je ne ferai pas de discours, je trouve que c'est une superbe mobilisation, j'espère que ça va continuer et qu'on va réussir à faire tomber l'Europe. Voilà, bon après-midi. C'est une Suisse italienne qui a, voilà, j'ai pas tout compris, mais enfin tout ça pour dire qu'il n'y aurait qu'un seul pays quoi à la fin. Merci à tout le monde, merci aux avocats pour leur travail.